voilà, comme j'ai été présentée, je suis le 4e dinosaure de papa. Jusque-là, c'est logique. Voilà, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Gécolia, donc je suis née dans cette église. Et puis l'amour m'a amenée à Vesoul. Je me suis mariée il y a 12 ans, voilà, j'ai 4 enfants et je remporte un 5e. Ça se voit pas trop, mais il est là. Il est où elle, d'ailleurs, on ne sait pas, c'est un peu tôt pour le savoir. Je suis très contente d'être parmi vous, et comme disait papa tout à l'heure, parce que vous savez, on est un peu tous sur les réseaux sociaux, j'ai déjà lu, ouais, pourquoi aborder ces sujets dans l'église la création, l'évolution, la science, c'est pas traiter de ça dans l'église. Alors, une église prêche la parole de Dieu, ok? Quel est le premier verset de la Bible? Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Il va fort, hein? Donc, c'est très bien qu'on parle de ça dans une église. C'est même le premier endroit qu'on devrait le faire, ok? La Bible parle d'éducation des enfants. C'est très bien que l'Église s'empare du sujet. La parole de Dieu parle de la sexualité. C'est très bien que l'Église s'empare du sujet. La parole de Dieu parle de l'amour de Jésus-Christ. C'est très bien que l'Église s'empare du sujet. Ok? Donc, ce matin, nous allons parler de création, d'évolution, de science, de foi. Ok? Vous êtes prêts? Alors accrochez-vous. Normalement, vous allez en prendre plein la foi, justement. Alors, ce que j'ai appris à l'école, moi, personnellement, peut-être que vous êtes dans ce cas. J'ai appris que l'univers est apparu il y a 13,8 milliards d'années. Il y a très longtemps. J'ai appris que la Terre est apparue, notre Terre, il y a 4,6 milliards d'années. J'ai appris que l'homme est apparu il y a 2 millions d'années. Que son cousin est le chimpanzé. D'accord? Entre autres. J'ai appris que l'univers et la vie donc, sont apparus par hasard. Qu'il y a eu un Big Bang, puis une cellule très simple qui est arrivée par hasard. Et que grâce à des processus évolutifs, elle s'est complexifiée. Et grâce à ça, vous voilà aujourd'hui complexe et magnifique. Ok? J'ai appris que Dieu n'existait pas. Donc, j'ai aussi appris que la théorie de l'évolution est la seule explication scientifique de l'existence de l'univers et de tout ce qu'il contient. Alors, un petit sondage. Qui a appris ça à l'école? Qui a été à l'école? Alors, peut-être pas tous. Moi, c'est ce que j'ai appris. En plus, j'ai fait une filière scientifique. Donc, j'en ai mangé. Peut-être que parmi nous, il y en a qui le croient. Alors, peut-être qu'il y en a qui ne le croient pas, mais peut-être qu'il y en a qui sont très mal à l'aise parce qu'ils pensent que c'est prouvé scientifiquement. Est-ce que vous pensez que la théorie de l'évolution est prouvée scientifiquement? Peut-être, hein? Voilà, n'hésitez pas, hein, levez la main, hein. On peut changer d'avis aussi. Donc, ce que j'ai appris en lisant ma Bible, parce que du coup, je suis née dans une famille chrétienne, donc très tôt, il y avait la Bible à la maison, mes parents m'emmenaient toujours à l'église. C'est très bien, faites-le avec vos enfants, même quand ils n'ont pas envie. Donc ce que j'ai appris, c'est que l'univers a été créé par Dieu, c'est le premier passage de la Bible, qu'il est récent, que la vie sur Terre a été créée par Dieu, que l'homme a été créé par Dieu, que l'univers et la vie, la vie non plus, ne sont pas arrivés par hasard, ok? Que Dieu existe et qu'il m'aime. Je l'ai appris en lisant ma Bible et je l'ai appris dans cette église. Et j'ai appris que la création de l'univers par Dieu est la seule explication scientifique de l'existence de l'univers et de tout ce qu'il contient. Ok? Oh oui, vous pouvez applaudir. Alors vous allez peut-être me dire, explication scientifique, création, nanana. Alors je vais vous dire, si. Plus on avance dans la science, plus on se rapproche de la vérité de la Bible.
s'il y a très longtemps, genre 2 siècles, vous voyez à peu près, Darwin, etc., s'il y a très longtemps on a remis en question l'existence de la création de l'univers par Dieu, aujourd'hui on a tellement progressé en sciences, énormément de scientifiques reviennent sur ces affirmations. D'accord? Et nous allons voir ça ce matin. Qui croit que la théorie de la création est vraie parmi vous? 3, 4, 5, 6. Il y en a qui n'osent pas lever la main. Prouvé scientifiquement aussi, peut-être. Il y a eu une main. Ah, il y a eu. Ouais, moi je suis d'accord, il y a quelqu'un qui a fait. Ouais. On va en discuter. Le premier verset. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. On ne peut pas être d'accord avec ça. Le problème, c'est que si on n'est pas d'accord avec ça, vous allez avoir un gros problème avec toute la Bible. Parce qu'en fait, on a regardé hier à l'école biblique, presque tous les prophètes, Jésus, l'apôtre Paul, Moïse, presque tous les livres de la Bible disent ça. Voilà. Alors, dans Hébreu, il est dit, c'est vrai, par la foi, nous comprenons que l'univers a été formé par la parole de Dieu. Il y a une part de foi. C'est vrai, il faut le reconnaître. Il faut de la foi pour croire, mais je vais vous dire, il faut de la foi pour croire en la théorie de la création, et il faut de la foi pour croire en la théorie de l'évolution. Et avec toutes les preuves scientifiques que nous avons aujourd'hui, et archéologiques, je dirais qu'il faut plus de foi pour croire en la théorie de l'évolution. Ça a basculé là. Ce n'est pas qu'une question de science. La foi que tu mets soit dans la création, soit dans l'évolution, dans les 2 cas, il y a une histoire de foi, ok? Les perfections invisibles de Dieu, on ne les voit pas, mais il y a des choses parfaites autour de nous. Sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde quand on considère dans ses ouvrages. Si on regarde autour de nous, il y a des indices quand même où on voit la puissance éternelle de Dieu, on voit sa divinité, on voit qu'il est le créateur. Je vais que aborder quelques points, parce que vous vous imaginez bien, c'est tellement vaste, tellement riche, beaucoup de scientifiques écrivent des livres entiers. Donc je vais aborder que quelques points qui, j'espère, vont vous encourager dans votre foi, et peut-être répondre aussi à quelques questions, si vous n'en êtes pas encore là. Alors la cosmologie, c'est l'étude du cosmos, c'est-à-dire l'origine de l'univers. C'est une science. Quelque chose sur lequel nous sommes tous d'accord, c'est que du néant absolu, rien ne peut sortir. Donc ça, c'est Parménide qui l'a dit, il l'a dit 500 ans avant Jésus-Christ. Le gars, il avait déjà bien réfléchi. Bien plus tard, Lavoisier, il a dit « rien ne se perd et rien ne se crée ». Vous savez, nous on dit « oui, tout se transforme ». Alors ça, ce sont des vérités vraiment scientifiques. Du néant, on ne crée rien. La matière ne peut pas apparaître d'elle-même toute seule. Voilà, c'est comme ça. Ne me demandez pas pourquoi. C'est un fait. Ce qui est intéressant, c'est que la Bible dit que Dieu a créé à partir de rien. Alors que scientifiquement, c'est impossible. C'est-à-dire que Dieu est au-delà de ça. Il a créé quelque chose à partir de rien. Il est Dieu, il est tout puissant, et c'est le seul qui peut faire ça. Le hasard, par exemple, pour le citer, celui-là, ne peut pas faire ça. Ça ne s'est jamais vu dans toute l'histoire de la science. Tout le monde est d'accord avec ça. Et ce que je vais vous dire, rappelez-vous de ce mot, entropie de l'univers. Alors qu'est-ce que c'est que l'entropie? On commence les mots compliqués. Alors je vous assure qu'il n'y en aura pas beaucoup. Retenez l'entropie. En fait, l'entropie, c'est une loi, la deuxième loi de la thermodynamique. C'est une loi scientifique, elle est reconnue. Voilà, il n'y a pas de débat là-dessus. L'entropie, c'est le fait que tout se dégrade. D'accord? Si vous n'entretenez pas votre maison, elle va se dégrader. Voilà, c'est l'entropie. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que
l'univers, quand il est apparu, il y a une quantité d'énergie qui lui a été délivrée. Comment? Par qui? Ah, ça on ne sait pas. Hein. Il y a une quantité d'énergie qui lui a été délivrée, la bougie a été allumée. D'accord? Ce que dit l'entropie, c'est qu'en fait, un jour, elle va s'éteindre parce qu'elle aura utilisé toute son énergie. Son énergie, l'énergie de l'univers diminue. Donc ça, c'est aussi prouvé scientifiquement. Le Soleil perd de son énergie tous les ans. Ok? Les étoiles, un jour, s'éteindront. Ding, c'est dans la Bible, hein, ça. Donc, il y a une énergie qui a été délivrée au moment de la création, dans l'univers, et il perd de son énergie, il est soumis à cette loi, qui est la loi de l'entropie. L'univers se dégrade, mes amis. Il ne s'améliore pas, il n'évolue pas vers le mieux. C'est l'entropie. Tout tend à se dégrader. Ok? Engels qui a dit « L'état de grande chaleur originelle à partir duquel tout se refroidit est absolument inexplicable. C'est même une contradiction et cela présuppose donc l'existence de Dieu. » Parménide, là, lui, ce qu'il disait, voyez, comme ma bougie qui est allumée, elle se consume, un jour elle va s'éteindre, l'univers est comme ça. On ne sait pas tout à fait quand est-ce que ça a été allumé. La Bible nous le dit, hein, restons. On ne sait pas tout à fait quand ça a été allumé, mais ça se consume. L'univers est comme ça. Donc Parménide, il dit, l'univers, il n'existe pas depuis l'infini. Sinon, il n'y aurait déjà plus de bougies. Vous comprenez? Et il ne va pas exister jusqu'à l'infini, parce qu'une énergie, c'est pas possible. Une énergie s'éteint au bout d'un moment, à cause de l'entropie. Donc ce que Parménide a mis en évidence, c'est de la philosophie, c'est de la science. C'est que, de même que ma bougie, il y a un démarrage quand je l'allume et qu'elle va s'éteindre, l'univers a un début, l'univers aura une fin. Ouais. Et ce qui est dingue, c'est que c'est écrit dans la Bible. La Bible dit, il y a un commencement et il y aura une fin, les amis. Alors normalement, jusque-là, personne n'est surpris. C'est de la science, c'est de la philosophie, c'était déjà dans la Bible, dès les premiers passages. Vous me suivez? Amen, ok, vous êtes avec moi. Hein. Ça, c'est extraordinaire. Vous voyez tout ce que j'ai mis là? Très simplement, c'est ce qu'on appelle les chiffres immuables. Je vous explique. Tout ce que vous voyez là, la force de gravitation, la masse d'un électron, la vitesse de la lumière, vous voyez tous ces chiffres très compliqués. Ce sont toujours les mêmes. Jamais ils ne changent. Ok? Pour que l'univers existe, pour qu'il apparaisse, il faut que tous ces chiffres soient ensemble, exactement à cette valeur-là, et fonctionnent ensemble. Ce n'est pas possible avec le hasard. D'accord? C'est trop précis, c'est trop compliqué. Nous ne savons pas d'où viennent ces chiffres. Ils existent depuis le commencement de l'univers. Et aujourd'hui encore, ils n'ont pas bougé. C'est exactement les mêmes. Je vous ai mis un scientifique, prix Nobel de physique quand même, c'est pas n'importe qui. Hein. Nous utilisons les chiffres, ceux que vous venez de voir, que 3-4 personnes ont compris dans la salle. Ok? Nous utilisons les chiffres dans toutes nos théories, mais nous ne les comprenons pas. C'est un prix Nobel hein, qui dit ça. Humilité. Ni ce qu'ils sont, ni d'où ils viennent. On les utilise. C'est des chiffres immuables qui ne changent pas depuis l'apparition de l'univers. Qui a décidé ces chiffres? Qui les a emboîtés ensemble? Parce qu'en fait, s'ils ne sont pas ensemble, donc les atomes, c'est toutes ces petites particules qui font la matière.
nous respirons des atomes, nous marchons sur des atomes, tout existe par des atomes. Si ces chiffres-là ne fonctionnent pas ensemble, il n'y a pas d'atomes, il n'y a rien. D'accord? Il n'y a que du néant. Si le hasard était la cause de tout cela, alors maintenant qu'on a des ordinateurs, on fait des probabilités. Oh, on aime ça. Alors je vais dire la probabilité du hasard, d'accord? Si le hasard avait causé tout cela, il aurait fallu 10 puissance 120 univers. Les autres univers, parce qu'il faut essayer, essayer encore, essayer. D'accord? Jusqu'à ce qu'on y arrive. Il aurait fallu 10 puissance 120 univers comme le nôtre pour qu'on en ait enfin un favorable à la vie, le nôtre. Donc écoutez, 10 puissance 120, c'est zéro en fait. Vous avez plus de chances de gagner au loto sans jouer au loto, ok? Non, que ça. C'est plus que le nombre de particules dans l'univers. Pour vous donner une idée, nous avons 10 puissance 40 étoiles dans tout l'univers. 10 puissance 120, c'est énorme, c'est beaucoup trop. Et jusqu'à preuve du contraire, mesdames et messieurs, nous n'avons qu'un univers. Ça veut dire qu'il n'y en a qu'un, et ça a marché du premier coup. Ah bah là, le hasard ne peut pas faire ça. D'accord? Il y a une intelligence derrière ça. Un autre physicien qui a dit, j'aime beaucoup, Dieu ne joue pas au dé. Ok? Il ne joue pas au dé. Il a créé l'univers. Il y a un commencement, il y a un départ. L'univers est un coup monté par Dieu. Il y a une raison à cela. Ok? Nous ne venons pas de nulle part et nous n'allons pas nulle part. Amen. Ok. Alors je vais vous dire le principe de la théorie de l'évolution. C'est pour ça que les âges de la Terre et de l'univers sont extrêmement énormes, parce qu'on fait des probabilités, et plus le temps est long, plus il y a de chances que ça se produise. Vous voyez ce que c'est? Un piège à souris. Le hasard, c'est ça. Une fois. 2 fois. Ah, presque les gars. J'essaye d'enclencher mon piège à souris. Et à force de hasard, la manière dont il va tomber, je pense qu'il va s'enclencher au bout d'un moment. Ok? Allez faire ça. Avec l'univers, tous les calculs que je vous ai montrés très complexes, 10 puissance 120 fois. Non, arrêtez. Nous ne pouvons plus parler du hasard pour la création de l'univers. Ça, il faut le rayer, c'est fini. Il n'y a plus de hasard, ok? Il y a une création, il y a quelqu'un de très intelligent derrière tout ça, qui a créé les chiffres, les mathématiques, qui a créé de la physique, qui a créé de la chimie, qui a emboîté tout ça ensemble, qui fait que les atomes fonctionnent, que ça se fait, ça se produit, et depuis jusqu'à aujourd'hui, ces chiffres-là n'ont pas bougé. Incroyable. Vous êtes toujours avec moi? C'est bien, vous êtes... Un astronome, on change, parce qu'il y a des physiciens, il y a des chimistes, il y a des géologues, tout le monde parle de Dieu. Ce ne sont pas tous des imbéciles religieux. Ce sont des gens qui réfléchissent, comme vous, j'espère, comme moi, j'essaye. Il y a certainement eu quelque chose qui a réglé le tout. À mon sens, si vous êtes religieux, selon la tradition judéo-chrétienne, il n'existe pas de meilleure théorie à l'origine de l'univers qui puisse correspondre à ce point à la Genèse. Ce qui est écrit dans la Genèse correspond à ce qu'on voit aujourd'hui dans l'univers. Amen, je suis d'accord. Alors je vais prendre quelques points, on va parler de la géologie et on va parler de la biologie. Je vais juste aborder quelques trucs parce qu'il y a des choses qui reviennent beaucoup à l'école. Donc les lycéens, les collégiens, si vous avez 2-3 trucs là comme ça dans la tête, ça va vous aider à l'école aussi. La géologie, c'est l'étude des roches de la Terre, ok?
Donc, pour comprendre un petit peu pourquoi en fait les roches de la Terre sont très vieilles, sont datées très vieilles, alors je vais l'expliquer en parlant de Charles Lyell et puis de son copain Darwin. Ok ? Donc eux, ils correspondent à l'époque du siècle des Lumières. Eux, ils disent et ils croient, ils ont raison d'ailleurs là, tout ce qui s'est passé depuis l'apparition de notre planète est resté gravé dans la croûte terrestre. Alors peut-être pas tout, mais beaucoup de choses. Quand on étudie les roches de la Terre, c'est vrai, on apprend énormément de notre passé. Retenez que ces deux personnes ne sont pas les outils d'études et d'investigation que nous on a aujourd'hui. Donc ils vont émettre des hypothèses. Il n'y a rien de mal à les remettre en question quand on voit que la science avance et que les faits prouvent le contraire. Il n'y a rien de mal à ça. J'ai rien contre Darwin, je vous promets. Mais si quelqu'un a tort, on peut le dire. Ok ? N'ayons pas peur. Non, parce que des fois, quand on dit ça, on se fait fusiller. Comment on va penser Charles ? On va commencer par Charles Lyell. En fait, là, vous avez un petit exemple de ce qu'on va appeler le phénomène en fait, de l'érosion, comment se forment les strates. Alors, les strates, c'est simplement les couches de terre qui se superposent et qui forment les roches de la Terre, une partie, qu'on appelle les roches sédimentaires parce qu'elles sont formées par l'eau. Alors en fait, ce que Charles Lyell constate, parce qu'il observe, c'est avec l'érosion, vous savez, des montagnes, etc., il y a des particules, les poussières, qui s'envolent, qui sont transportées par le vent et qui sont ramenées au fond de l'eau, et puis qui s'accumulent, ça fait des dépôts, d'accord ? Donc pendant que j'explique ça, je vais demander à Zachary de venir, s'il te plaît, il va vous le faire sous vos yeux. Mesdames et messieurs, je vais vous faire des strates. Vous avez peut-être jamais vu quelqu'un faire des strates à l'église, vous avez bien fait de venir. Alors, on va admettre que ça, c'est la mer, c'est le fond de mon bassin. Alors tu prends 2 grosses cuillères de chaque, 3 même, de chaque terre, et puis tu mets dedans. Voilà, il y en aura partout, je suis vraiment très désolée. Tu veux que je te fasse un entonnoir ? Est-ce que quelqu'un peut faire un entonnoir à Zach avec la feuille ? Parce que je pense qu'on est proche de la catastrophe naturelle. Non, je plaisante pas. Tu fais comme ça, puis tu mets en haut, Zach. Voilà, donc 3 cuillères de chaque terre. Donc là, en fait, j'ai différentes terres, ça représente des sédiments. Les sédiments, c'est toute la matière un peu organique. C'est des mélanges de terre, ça peut être des mélanges de feuilles. C'est toute la matière. Et puis l'eau vous savez, qui érode les roches aussi, elle transporte des particules. Ok ? En fait, ça s'accumule avec le temps, d'accord ? À force. La pluie, le vent, tout ça, toutes ces particules, comme Zachary, la théorie, c'est que les couches de terre se superposent et nous aurons des strates. Ça, c'est ce que Lyell voit et c'est ce qu'il dit. C'est ce qu'on enseigne à l'école. Ensuite, les sédiments se forment, donc à force ça s'accumule, après ça sèche et ça fait de la roche. D'accord ? Lyell, il pense comme ça. Ça s'érode toujours à la même vitesse, ça charrie toujours de la même manière, toujours à la même vitesse, toujours le même nombre de sédiments. Donc, si 1 cm égale 5 ans, 3 cm c'est déposé en 15 ans. Ok ? C'est logique. Toute la datation des roches et des fossiles, les fossiles c'est des restes d'organismes vivants pris dans la roche ou dans la glace. Vous avez des spécimens là-bas. Un tribolite qui a disparu il y a très longtemps, du coup, il paraît, me dit-on. Ça, c'est important de le comprendre parce que Charles Lyell, c'est ce qu'il pense. Et donc, quand il voit le Grand Canyon, vous voyez, c'est quoi le Grand Canyon ? Eh ben, il va calculer combien de temps a mis le Grand Canyon
à se former avec cette hypothèse. D'accord? Voilà, j'ai mes strates. Et ça a mis 1 cm, a mis 5 ans. Moi, j'ai 3 cm, ça fait 15, etc. Donc, comme le Grand Canyon, donc tout ça, c'est des strates. Hein, vous voyez les strates, ça c'est des strates, les espèces de lignes. Vous avez l'impression que ça fait des couches comme ça. Donc, comme ça fait 1,6 km de profondeur, il y a le Colorado en bas. Il regarde chaque année combien de sédiments le Colorado charrie. Et après, il fait son petit calcul. Donc, il en est arrivé à la conclusion que les roches ont mis 2,5 milliards d'années à se former. 1,6 km, vous imaginez la promenade. En descendant comme ça, là, il y a des gens qui font de l'escalade dans la salle. Ce sont des roches sédimentaires formées par de l'eau. À un moment, il y a eu des soulèvements de plaques, du volcanisme. La couche là, elle est plus ancienne, hein, du coup, c'est la première. Ensuite, la deuxième, la troisième, 4, 5, 1, voilà. Là-haut, c'est récent et en bas, c'est très vieux. Voilà, théorie de Charles Lyell. Donc, les couches se succèdent. L'actualisme, ça veut dire ça s'est toujours passé à la même vitesse. Toujours comme ça. Ok? Et il y en a 40 hein, de couches de strates dans le canyon. C'est pour ça que ça a mis autant de temps. Vous imaginez mon petit Zachary? Ça met du temps. Donc le Colorado, il charrie des quantités de sédiments. Donc une fois que ces roches-là étaient formées, il a calculé que le Colorado a mis 7 millions d'années à creuser le canyon. Ok? Il l'a érodé, il l'a creusé. Ok? Moi, c'est ce que je lis à l'école et c'est ce que je lis sur Internet. Qui c'est qui a déjà entendu parler de la colonne géologique? Voilà, il y a des mains qui se lèvent. Bon, moi, je l'ai appris à l'école. Donc, sur le principe de Lyell, donc ça, c'est des roches sédimentaires. Ok? Il y a des couches qui ont été apportées par de l'eau. Là, vous avez le temps. Donc, c'est en millions d'années, bien sûr. Et dans les roches, dans les couches, dans les strates, on trouve des fossiles, des animaux. Ok? Donc, d'après Darwin, du coup, son copain, en bas, les premières couches, eh ben, c'était il y a très longtemps. Donc, c'est au niveau du commencement de la vie. Donc, c'est des fossiles avec des animaux très simples, très basiques. Ok? Et puis, plus on monte, plus on se rapproche de nos jours, plus les espèces sont complexes, plus elles ont évolué. Ok? Et là-haut, on a les mammifères, les dinosaures et tout ça. Ok? Donc, on est censé voir qu'il y a une évolution grâce à ça des espèces. On est censé voir que la Terre est très âgée. Et puis, ça c'est nouveau. Avant, on faisait tout le temps des colonnes et maintenant, ils font des spirales comme ça. C'est joli, hein? Bon, franchement, c'est artistique. Ok? Vous allez voir, il n'y a rien de scientifique. On va l'aborder. Vous avez en tête la formation du Grand Canyon, c'est bon? Je vais vous parler du Mont Sainte-Hélène. C'est un volcan qui a explosé dans les années 80 aux États-Unis. Alors ça tombe bien, parce qu'on savait qu'il allait exploser, donc tous les scientifiques, ils l'observaient. Donc il a pété, explosé, pardon. Il y a des enfants dans la salle. Plus de 400 km² de forêt fauchée qui se sont jetés dans le lac. C'est l'équivalent de 20 millions de dynamites qui ont explosé en même temps. Le volume du lac a augmenté de 60 mètres et en un jour, il y a un canyon qui s'est formé. Alors, si notre cher Lyell n'avait pas été là, justement, on serait dans les années 1800. Il serait venu, il aurait fait comme sa théorie, il aurait fait comme pour le Grand Canyon, il aurait mesuré tout ça et il aurait dit « Ah, ben ça a mis tant de temps, donc ça a mis tant de temps, donc ça a mis tant de temps. » On additionne tout ça et ça fait des millions ou des milliards d'années. Ben là, on a des témoins.
C'est-à-dire qu'avant, il y avait un volcan, il a explosé en 3 jours. Les strates se sont formées. Ça a mis 5 ans à sécher, c'est plutôt rapide. C'était du caillou, plus de 5 ans. Et en fait, il y a un canyon qui s'est formé en un jour, avec la puissance de l'eau qui s'est frayé un chemin dans les sédiments. Ce canyon-là, il ressemble tellement au Grand Canyon qu'on l'a appelé Petit Grand Canyon. Donc vous comprenez que le petit lit de rivière qui est au fond n'a pas érodé ce canyon. C'est pas ça l'histoire. Il y a eu un volcan, il y a eu une catastrophe, ça s'est fait vite. Ça change toute la datation des roches de la Terre. Vous me suivez? Ok, super. Zach, est-ce que tu peux mettre de l'eau là-dedans? Je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Parce que moi, là, j'ai du mal à comprendre, du coup, comment ces strates-là se sont formées en 3 jours. Je vais vous expliquer. Imaginez qu'on est au Mont Sainte-Hélène. Génial, merci beaucoup. Parfait. Oh la vache. Je vais essayer de bien fermer l'histoire. Je vais vous montrer ce qui s'est passé au Mont Sainte-Hélène. Un volcan a explosé. L'eau du lac a monté de 60 mètres. Il faut s'imaginer une explosion de dingue. Et de l'eau. Il y a eu une explosion, beaucoup d'eau, beaucoup de sédiments charriés dans le lac. Et après, ça s'est arrêté. Voilà ce qui s'est passé. Donc il y a eu énormément de terre qui a été mélangée d'un coup. Énormément d'arbres, de feuilles, d'animaux qui ont été mélangés avec de l'eau, qui ont été projetés dans le lac par la puissance de l'explosion du volcan. Ça a été terrible. Tout ça observé par les scientifiques. On va revenir sur le Grand Canyon. Et s'il s'était formé autrement? Très rapidement. Vous voyez là, la partie qui est toute droite, abrupte. Et là, la partie plutôt allongée. En fait, ça montre que le Colorado, il a pu éroder la partie là, parce que c'est penché. La partie toute droite, non, c'est pas possible. C'est pas le Colorado qui a fait ça. Non, parce que c'est tout droit. Idem ici. Tout ça, c'est tout droit. Donc il y a eu un canyon de formé par une explosion de malade. Vous vous imaginez une explosion de cette envergure. Et ensuite, le Colorado, par contre, il a érodé cette partie-là, en effet. Donc l'érosion du Colorado n'est pas l'explication du canyon, de la formation du Grand Canyon. Alors je ne sais pas si vous voyez de là où vous êtes, et pendant que je vous parle, l'eau est en train de travailler. En fait, elle trie les particules de terre suivant leur densité, leur poids. Les plus lourdes se retrouvent au fond, les moins denses en haut, et ainsi de suite. L'eau travaille. Et là, vous allez voir sous vos yeux des couches qui vont se former. Il y a quelqu'un qui suit, c'est bien. Des strates. Et ce qui est merveilleux avec les strates, c'est que vu que ça trie les particules en fonction de leur densité, toutes les particules d'argile se retrouvent, toutes les particules de fer se retrouvent, toutes les particules de granit se retrouvent. Donc en fait, les strates, vous avez une couche de grès, une couche de granit, une couche d'argile. Vous voyez ce que je veux dire? Ce n'est possible, ça, que si c'est mélangé par de l'eau, tout en même temps. Vous voyez où je veux arriver, hein? Alors, du coup, notre colonne géologique, c'est pas couche par couche qu'elle serait arrivée. Tout aurait été mélangé en même temps, c'est incroyable cette histoire. Les 3/4 des roches de la Terre sont sédimentaires. Elles ont été formées comme ça, les 3/4. Ça fait beaucoup, hein. Les roches
sédimentaires de la Terre, donc, parce qu'elles ont séché, ça fait une partie de la croûte terrestre, ça fait maximum 24 km de profondeur. La croûte terrestre, donc c'est le petit truc que vous voyez là, c'est maximum 48 km de profondeur. La datation de l'Ayel, si elle existait, cette colonne, parce qu'en fait elle n'existe pas du coup, c'est le truc que j'ai oublié de vous dire, vous allez comprendre. Si elle existait vraiment avec la datation de l'Ayel, elle devrait faire 210 km de profondeur. C'est pas possible. Ce n'est pas sur Terre. C'est théorique. Ok, ils ont réfléchi quand même en faisant ça, avec ce qu'ils avaient à l'époque comme moyen. Cette colonne n'existe pas dans son ensemble sur Terre. Nulle part sur Terre, on trouve cet ordre de strates et de fossiles. Nulle part. Ok ? C'est théorique. Les strates ne sont pas toujours dans le bon ordre. Par exemple, pour le Grand Canyon, il y a des parties qui manquent. Elles sont passées où? Allez, bonne question. Et si on changeait d'hypothèse, si on changeait de théorie, ça serait pas mal. Ah oui, il y a des fossiles mal positionnés. Parce qu'en fait, aujourd'hui, nous trouvons des fossiles qui sont censés être en haut, on les trouve en bas. Mais comment ça se fait? Mais ça devrait jamais être là. Oui. Il y a un raisonnement circulaire. Je vous explique. Par exemple, si je veux dater une roche ici, puis que je trouve un fossile, je date mon fossile et mon fossile me permet de dater la roche. Si j'ai du mal à dater mon fossile, je prends ma colonne, la date est là, donc ça me permet de donner la date de mon fossile. Donc mon fossile date ma roche, et ma roche date mon fossile. Ça veut dire que si je suis archéologue, en fonction de ce que je pense, de ce que je crois, je peux jouer avec les dates. Il n'y a pas d'espèce intermédiaire dans cette colonne. Alors ça, même Darwin, il a dit, écoutez les gars, la théorie, elle est vraie, seulement si on retrouve les espèces intermédiaires. Parce que tout à l'heure, je vous ai dit, ouais, les espèces simples, elles sont en bas, celles qui sont complexes, elles sont en haut. Dans la colonne, il y a une apparition brutale d'espèces. Il n'y a pas d'espèces, vous voyez, avec genre une patte et une nageoire. Hein. J'arrive, je suis en pleine évolution. Nous ne les avons pas trouvées. Alors ça vous fait rire, mais je vous assure que beaucoup cherchent. Les espèces intermédiaires n'existent pas. Donc en fait, la théorie de Darwin tombe à l'eau, c'est le cas de le dire. Vous voyez, l'eau continue de travailler. Hein. Ting, 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 ting. Petit à petit, j'aurai mes strates. Alors, je vais parler des fossiles, d'accord, parce qu'ils sont dans la colonne. Donc, c'est des restes d'animaux qui se sont transformés soit en pierre, on peut en trouver dans de l'ambre. Voilà, il y a plusieurs types de fossiles, hein, il n'y a pas que les cailloux. Alors, je vous ai dit qu'il y avait des choses pas très logiques. Vous voyez, lui, là, ça c'est un sélacanthe. Alors, normalement, si on date avec la colonne géologique que l'Ayel a fait, cette espèce est apparue il y a 350 millions d'années. Et elle a disparu à peu près en même temps que les dinosaures, parce qu'elle a vécu pendant les dinosaures. Et elle a disparu il y a 70 millions d'années. Le problème, les amis, c'est que ce poisson a été pêché. D'accord ? En 1938, voilà, il a été pêché. Le poisson était un sélacanthe, un animal qui prospérait du temps des dinosaures. Il y a un géologue qui a dit « J'aurais croisé un dinosaure dans la rue, j'aurais pas été plus étonné. » Donc vous avez le fossile là du sélacanthe, puis là vous avez le vrai poisson. Et lui là, il a été pêché en 2022. Oui, parce qu'en fait depuis, on en a pêché 200. C'est juste qu'il est rare quand même, et il vit vraiment en profondeur, et il remonte rarement à la surface, et c'est pour se reproduire. Alors ça, c'est son fossile, d'accord ? Il n'y a aucune différence entre ce fossile
Et le poisson qu'on a pêché, pourquoi il n'a pas évolué? Normalement, il est tellement vieux, il a plus de 70 millions d'années. Il n'a pas bougé. C'est la même espèce. Alors, moi, il faut m'expliquer pourquoi certains animaux sont censés évoluer, d'autres pas. Pourquoi on ne trouve pas les espèces entre les deux? Parce que ça n'existe pas. Il paraît donc que les théories populaires de géologie et la formation de la colonne peut en effet avoir des défauts significatifs. Non, sans blague. Que peuvent mieux s'expliquer par une catastrophe globale, relativement soudaine, ou une série de catastrophes très larges, prochement séparées. Déjà, les fossiles, il y en a énormément. Normalement, vous allez dans la nature, vous prenez des cailloux, vous prenez des pioches, vous tapez les pierres, on en trouve énormément. C'est très difficile de devenir un fossile. Il faut être enseveli très rapidement, donc soit vivant, soit tu viens de mourir, ok? Parce que sinon tu pourris, ou les autres animaux te mangent. Donc il faut que tu sois recouvert très rapidement par de la terre, apporté par de l'eau. Il faut qu'il y ait au moins 1 mètre. Il faut qu'il y ait une pression, pour que la température soit bonne, pour que toutes les matières organiques de l'animal soient conservées et pas abîmées. Et en fait, petit à petit, il y a un phénomène où les minéraux qui sont dans l'eau passent dans le corps de l'animal et en fait, il va se transformer en pierre. Puis ensuite, il y a un tremblement de terre, on découvre les fossiles, les archéologues creusent dans la roche, etc. Et on les découvre. C'est pas facile, pourtant on en trouve énormément. Il y en a partout, sur toute la planète. Alors, est-ce que ce serait une preuve de catastrophe? On le trouve partout. On en trouve même en haut de l'Everest, les amis. Alors, l'Everest, c'est de la roche sédimentaire. Il y a des fossiles là-haut. Des fougères, tiens donc, en plus. On trouve des fossiles exotiques dans des régions polaires. Donc ça, c'est un cousin de l'alligator qui a été retrouvé en Antarctique. Qu'est-ce qu'il fait là? Et on trouve des cimetières de fossiles dans le monde entier, c'est-à-dire plein d'animaux ensemble, les ossements, les fossiles, ensemble, là, comme ça, et normalement, ils ne devraient pas être copains. Ils sont là, ensemble, et on les découvre ensemble. Il y a aussi des preuves de formation rapides. Vous verrez dans les livres qu'il faut des millions d'années pour faire des fossiles. Non. On trouve, vous voyez, des arbres qu'on dit polystratifiés, ici. En fait, vous voyez, il y a un arbre là qui est fossilisé et il y a des couches de strates. Ça montre que l'arbre, il a été pris d'un coup par toute cette terre, en même temps que toutes les strates, avec de l'eau, parce que sinon ça ne se fait pas. En même temps, tout d'un coup. On trouve des fossiles, des empreintes fossilisées, ok? On trouve des choses fragiles, fossilisées. On a même trouvé un mammouth dans la glace, en Sibérie. Puis il avait encore à manger dans l'estomac. Il se fait rapidement. Puis des fossiles photographiés, c'est-à-dire que là on a cette espèce-là qui est en train de mettre bas. Elle n'a pas eu le temps de sortir. De l'eau, de la pression, beaucoup de sédiments. Et puis on parlait des dinosaures. Ben oui, je vais vous en parler quand même. Alors d'après la colonne de Lyell, les dinosaures, ils ont disparu ici, il y a 65 millions d'années. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'ici, là, il y a une strate. Il y a une strate, une couche de... Vous savez, ça trie avec... il y a une couche d'argile, une couche de machin. Et ici, il y a une strate d'iridium. C'est un métal qu'on ne trouve pas sur Terre. Il ne devrait pas être là. Oh, l'explication. Vous savez où est-ce qu'on en trouve? Dans les laves volcaniques, quand ça pète, quand ça explose. Quand ça explose. Et dans les météorites. Donc il y a 65 millions d'années, il y a eu du volcanisme massif, il y a eu des impacts de météorites massifs, il y a eu une extinction de masse des animaux, les dinosaures étaient dedans, beaucoup de fossiles, beaucoup d'eau, beaucoup de sédiments.
voyez où je veux en venir? Il y a des mystères qui ne sont explicables que par la Bible. Le déluge. Juste, je vous encourage, le déluge de la Genèse répond à énormément de ces mystères-là. D'accord? Parce qu'il y a eu une catastrophe avec énormément d'eau qui a recouvert tout le globe. Ça a dû être terrible, d'accord? Volcanisme massif, impact de météorites. Vous voyez le mont Sainte-Hélène? Imaginez ça, toute la surface du globe. Ok? L'histoire raconte que Dieu a sauvé Noé et sa famille au travers notamment de l'arche. Alors, petit détail quand même, les dimensions que Dieu donne à Noé, c'est les dimensions top pour naviguer en haute mer. C'est-à-dire que Noé, qui n'avait aucune connaissance sur la navigation, avec les dimensions données par Dieu, il a construit une boîte, une caisse solide, très très volumineuse, d'accord? Et il y avait de la place pour les espèces que Dieu avait créées. Si le déluge est responsable, ça me permet d'expliquer aussi cette catastrophe que je vous ai parlé, l'extinction de masse. Ça me permet d'expliquer la formation de la colonne géologique. Juste, elle n'a pas mis des millions d'années à se former, la colonne géologique. Ok? Tout en même temps. Il y a eu un changement climatique, une ère glaciaire. L'âge de glace, c'est dans la Bible, les amis. Lisez Job. Job en parle. Ça explique la disparition de beaucoup d'espèces, la population mondiale restreinte. On est reparti à partir de 8, c'est ce que la Bible dit. Les origines de l'univers et de l'humanité sont récentes. Et il y a des notions du déluge dans de nombreuses civilisations. Vous ne direz peut-être pas dans beaucoup d'églises qui mettent des dinosaures dans l'arche. On assume. Et ils respiraient avec des poumons, ils étaient sur la terre, beaucoup d'entre eux. Donc ils devaient être dans l'arche, si Dieu les a créés dans la création, et c'est le cas. Et puis, comme en fait, d'après l'AIEL, ils ont disparu il y a 65 millions d'années, nous on est apparus il y a 2 millions d'années, soi-disant, on n'aurait jamais dû se croiser. Jamais. On n'aurait jamais dû croiser les dinosaures. Il y a 60 millions d'années entre eux et nous. Pourtant, il semble que si. Ça, ce sont des peintures préhistoriques, d'accord, de dinosaures. Ils n'ont pas Internet, ils n'ont pas Google. D'où est-ce qu'ils ont sorti ça? On reconnaît des espèces qu'on connaît bien aujourd'hui. Tyrannosaures, iguanodons, voilà, on hésite encore. Ça, c'est trouvé dans le Grand Canyon. Voilà, ça ressemble à un dragon, Diplodocus. Alors ça, pareil, ça c'est un temple cambodgien, il y a 800 ans. Et il y a beaucoup d'autres espèces éteintes qui sont gravées dans la pierre. Vous êtes d'accord avec moi, c'est un dinosaure, ça. Allez, des autres, celui-là, il est fort celui-là, trouvé au Mexique. Que ça soit des périodes de Renaissance ou la période de la préhistoire, le dinosaure est présent dans l'art, il est présent dans les légendes. Il est présent dans la Bible? Oh, qu'est-ce que j'ai dit? Ouais, la Bible parle des dinosaures. Et vous allez me dire, ouais, mais attends là, le carbone 14. Qui c'est qui a entendu parler du carbone 14? Ouais. Ah, vous êtes beaucoup, dis donc. On est plein de carbone en nous. À partir du moment où on meurt, ça s'arrête, le carbone se désintègre et ça produit de l'azote. Ok? Donc en fait, nous, on calcule la différence entre le carbone 14 et l'azote, et puis on en conclut quand est-ce que le poisson est mort. Mais ça marche si d'abord on connaît la concentration en carbone 14 de l'animal à l'origine, parce que c'est pas la même suivant les espèces. Ça marche si la désintégration, c'est que s'il y a de l'azote que à cause du carbone 14. Il ne faut pas qu'il y ait d'azote qui vienne d'ailleurs. Il faut que le système soit fermé. Il ne faut pas que ça rentre, il ne faut pas que ça sorte. Alors c'est compliqué ça, parce qu'on sait que le climat, les modifications du climat,
il change la concentration en carbone dans les individus. Ok? Et puis cette datation, elle ne permet pas de dater plus vieux que 50 000. C'est déjà très vieux. Mais en fait, c'est assez limité. Donc il y a beaucoup d'inconnus, beaucoup de présupposés. Là, c'est pour rigoler un petit peu. On a mesuré au carbone 14 un coquillage vivant, ça a donné un résultat mort depuis 3000 ans. C'est juste pour vous dire les limites du carbone 14. Des carcasses de phoques qui étaient mortes depuis 30 ans, on a trouvé 4600 ans. Ça veut dire que c'est pas beaucoup, bah, c'est quand même énorme. Un phoque qui venait de mourir a donné mort depuis 1300 ans. Vous voyez? Et puis, je vais terminer avec la biologie. Tout ce que je vais vous dire par rapport à Darwin, en fait, Darwin, il était en accord avec cette colonne, vous l'avez compris, qui est fausse. Et il pensait qu'aujourd'hui, tous les êtres vivants que nous sommes apparus grâce à la sélection naturelle et aux mutations génétiques. Donc là, il reconnaît, Darwin, que comme il n'y a pas de... Il manque les chaînons manquants, voilà, ils les appellent comme ça, les espèces intermédiaires, comme il n'y en a pas. Il dit quoi? L'évidence, ouais, la plus grave qui puisse être émise contre ma théorie. On ne les a toujours pas trouvées. Alors, une mutation génétique, écoutez, on a fait des progrès en sciences, c'est merveilleux. C'est une modification donc, de l'information génétique dans ton génome. Alors, juste, j'explique ce que Darwin, je vous rappelle, c'est le XVIIIe siècle. Lui, il observe la nature, c'est un naturaliste. Pardon? 19e. Oh, ça ne veut pas sortir de ma tête. Il regarde des pinsons, sur les îles Palapagos, et il voit qu'il y a des pinsons qui ont des becs très gros et costauds, puis il y en a, ils ont des becs plus petits, tout fins. Et en fait, il dit, ceux qui ont les gros becs, le bec s'est adapté parce que les noix étaient plus difficiles à casser, et puis eux, il n'y a pas eu besoin parce qu'ils avaient une nourriture adaptée. Donc il dit, il y a des micro-évolutions qui permettent aux espèces de s'adapter. On s'en est d'accord. Vous voyez l'ours polaire, la fourrure, tout ça, c'est pas le même que l'ours qui est plus bas en Amérique, les griffes et tout ça, ça s'adapte. La confusion de Darwin, c'est que lui, il pensait que s'il y avait plein de micro-évolutions, ça provoquait une macro-évolution. Génétiquement, c'est faux. C'est impossible. Ok? L'accumulation de micro-évolutions ne produit jamais, ne crée jamais l'apparition de nouveaux organes. Jamais. Déjà, on n'a pas trouvé les espèces. Et ensuite, génétiquement, c'est faux. Donc, pour les évolutionnistes, matière, énergie, temps, hasard égale la vie. Cellules simples, mutation. Décidément, le hasard, il faut vraiment qu'il soit là. Le temps, le hasard, ça fait une cellule complexe. On peut pardonner à Darwin de croire ça, parce qu'à l'époque, il n'a pas beaucoup de connaissances, il n'en a pas d'ailleurs, sur le génome et sur l'ADN. Ok? Nous, aujourd'hui, on sait plein de choses. Ok? Ça, c'est juste pour vous dire, c'est une cellule du corps, ici, de votre corps. C'est très compliqué, c'est une usine. C'est une usine. Donc, dans le noyau de votre cellule, vous avez les chromosomes. Dans les chromosomes, vous avez des gènes. Dans les gènes, vous avez l'ADN. Dans l'ADN, vous avez des nucléotides. C'est les petites lettres là. Et en fait, vous avez ça. Là, ce sont des mots, des phrases. C'est le langage de l'ADN. Et là-dedans, il y a écrit si tu as les yeux bleus, si tu as les cheveux noirs. C'est écrit dans votre cellule, dans votre ADN. Le truc qu'on n'arrive pas à expliquer, c'est on a des ribosomes dans nos cellules et c'est eux qui décodent ce langage. Sans ribosome, l'ADN ne sert à rien. Le ribosome qui permet la lecture de l'ADN. Ok? Les probabilités, il y a une chance sur 10 puissance 40 000 que 2000 protéines se forment dans une simple bactérie. Égale 0, les amis. C'est-à-dire que la cellule, elle est tellement compliquée, même dans la plus simple bactérie, le hasard ne peut pas faire ça. C'est trop compliqué, d'accord? On ne sait pas
comment le ribosome fonctionne tout seul pour lire l'ADN. On essaie de le comprendre. La probabilité de la première cellule vivante qu'apparaisse toute seule. Et ce chiffre-là, il est incroyable. On va faire de pire en pire. Plus on avance, plus on creuse, plus on s'enfonce. Non, le hasard, c'est pas possible. Alors, j'aime beaucoup John Sanford. J'ai eu le plaisir de le rencontrer en 2019. Il parle de l'entropie génétique. Vous savez, je vous ai parlé de l'entropie de l'univers. Ouais, voilà. Il a mis en évidence que l'entropie existe dans notre génome. Donc en fait, notre génome, les amis, se dégrade. Vous savez pourquoi il se dégrade? À cause des mutations génétiques. Les mutations génétiques n'améliorent rien, ne créent pas de nouvelles fonctions. Au contraire, nous nous dégradons et nous accumulons des mutations génétiques de génération en génération. Et ça provoque le vieillissement. Et ça provoque la mort. Ok? Darwin ne savait pas ça. Hein. Vous le savez. Vous en savez plus que Darwin. Incroyable. Conclusion. Aucune espèce ne peut vivre des millions d'années à cause de l'entropie génétique. Parce que si nous avions 2 millions d'années, les amis, en fait, on aurait eu tellement d'anomalies accumulées en nous, on a disparu en fait. Et c'est pas le cas. Les mutations génétiques sont massivement néfastes, elles ne sont pas bénéfiques. Le problème, c'est que Darwin, mais bon, voilà, il ne savait pas tout ça. Il a fait ces dessins-là. Vous les avez déjà vus, ces dessins-là? Qui c'est qui les a déjà vus? Voilà, ça nous a permis de faire un arbre phylogénétique. Au début, il y a la cellule simple, et grâce à l'évolution, ça devient très complexe. Vous avez compris? Ça, c'est de la théorie. Rien n'est prouvé scientifiquement. C'est faux. Du coup, il y a un arbre phylogénétique pour l'homme, où le chimpanzé serait notre cousin. Allez, on parle génétique. Moi, j'avais appris à l'école qu'on avait 99% de similitude avec l'ADN du chimpanzé. Vous aussi ou pas? Bah, c'est vrai que c'est pas mal, il faut le reconnaître. Alors en fait, ce qui s'est passé, c'est que cette expérience-là, ils ont pris 800 lettres de l'ADN. Vous vous rappelez l'alphabet? Enfin, les lettres à CGT, là, qu'on comprend rien. Ils en ont pris 800 et ils l'ont comparé avec 20 000 gènes codants de nous. Donc 800 du chimpanzé, 20 000 gènes codants de nous. Sachant que nous, ça ne représente que 5% de tout notre génome. Ils ont trouvé 99%. Ah, ok. En 2009, on a progressé dans la science. Ils ont pris 30 000 lettres du chimpanzé. Ils ont réussi à en prendre plus. Et ils l'ont comparé avec l'ensemble du génome humain. Parce qu'en fait, on a 6 milliards de lettres. 84%. Ça a baissé. Ok? Alors, c'est juste pour vous dire, on n'est pas si proche du chimpanzé déjà. Alors, je vais vous demander à tous de vous lever, s'il vous plaît, si vous êtes d'accord, ceux qui peuvent. Voilà, levez-vous. Ça va être un grand moment, je veux qu'on le vive ensemble. Je vais vous demander de vous rasseoir. Non, prenez une grande respiration. Nous avons fait l'expérience, les généticiens d'aujourd'hui, contemporains, avec tout ce qu'on sait aujourd'hui sur le génome, et on en sait très peu. Ils ont dit, tiens, si on faisait l'expérience sur autre chose que le chimpanzé. Ils ont trouvé 65% de similitude avec la poule, 50% avec la banane. Alors, tout ce qu'il faut retenir de ça, tout être vivant fonctionne de la même manière, que ce soit une banane, une plante, un chimpanzé, une tortue ou un être humain. Nous avons tous un ADN avec des lettres qui est codé. D'accord? Nous avons tous ça en nous. C'est incroyable. Toute la création fonctionne de la même manière avec un code génétique. Pour ça qu'il y a des similitudes. Nous n'avons pas le chimpanzé en ancêtre commun. Nous ne venons pas d'une cellule simple. Ça montre juste que nous avons tous le même créateur. Le même cerveau.
a créé toute la vie. Le même cerveau a créé le code génétique pour la fougère, la banane, le kangourou et toi. Ok? Les gènes ne s'expriment pas de la même manière chez vous, chez le cochon d'Inde, et heureusement, ça c'est la création divine de Dieu. D'accord? Amen. Dieu est grand. Le problème avec Darwin et son arbre phylogénétique, c'est qu'on est arrivé à faire ça. On a trouvé 40% de ce squelette et on a dessiné ça. Ça, c'est Lucie. Vous en avez entendu parler? On pensait, alors on met un peu des apparences d'hommes là-dedans. C'est de l'art, les amis. Ça, c'est pas de la science. C'est de l'art, d'accord? On pensait que c'était l'ancêtre commun tant cherché. Non, c'est un primate. C'est un singe, ok? On arrête avec Lucie. On trouve ça, on dessine ça dans les musées. Il y a beaucoup de créativité, d'accord? Dans les livres aujourd'hui, ça c'est un livre que j'ai acheté la semaine dernière, dire que j'ai claqué ma thune là-dedans. Ce n'est pas scientifique, ce n'est pas prouvé scientifiquement. Tu ne viens pas d'un singe, dis-le à ton voisin. Non mais quand même, écoutez-moi, on va terminer sur ça. Tu as été créé par Dieu, tu as été voulu par Dieu. Dieu t'aime, il te connaît, il sait que tu es qui tu es. Tu es bien trop complexe. On ne comprend pas toutes tes cellules et on ne comprend pas toutes les miennes. Dieu est le créateur, il est le meilleur mathématicien, le meilleur chimiste, le meilleur généticien. La citation, c'est juste pour dire, on trouve des os d'hommes, ok? On trouve des os de singes, ok? Nous n'avons jamais trouvé d'os d'homme-singe. Jamais. Et nous ne les trouverons jamais. Ok? Alors, c'est juste pour que vous soyez au courant de l'actualité. Il y a plus de 1000 scientifiques internationaux qui ont signé une contestation. Et ils ont dit ça, ils ont signé, c'est en 2023. Nous avons des doutes au sujet de la théorie qui avance que la complexité de la vie est due à une mutation à l'aveuglette, c'est ce que dit Darwin, et à une sélection naturelle. Les affirmations sur la théorie de Darwin devraient être scrupuleusement réexaminées. C'est inadmissible. C'est inadmissible que l'éducation nationale ne remette pas à jour nos ouvrages d'école. Ok? Donc ça c'est 2023. Okay. C'est en rapport avec la Bible. Ok? Alors, la Terre est jeune, oui, la Bible le dit, et il y a beaucoup de preuves scientifiques qui vont dans ce sens. D'accord? La taille du Soleil, la poussière sur la Lune, l'entropie, ma bougie, ok? Ça, c'est que quelques points, les amis. Il y en a tellement d'autres. La Terre est jeune. L'humanité est jeune, ok? On peut remonter facilement, en suivant les généalogies de la Bible, jusqu'à Adam. Et on arrive très bien à expliquer pourquoi on est 7 milliards d'individus sur notre planète. Nous n'avons pas besoin de millions d'années. Et il ne faut d'ailleurs surtout pas des millions d'années, parce que nous serions beaucoup trop. Bon, ça c'est le pompon. Je vous dis juste que aujourd'hui, avec la génétique, nous arrivons à remonter jusqu'à Ève au niveau de l'ADN qui est dans sa mitochondrie. Elle aurait moins de 10 000 ans. Les généticiens sont d'accord avec ça. Nous venons tous d'une mère et tous d'un père. L'Adam, Y chromosomique, c'est des noms scientifiques, hein, c'est pas moi qui les ai mis. Hein. On arrive à remonter jusqu'à lui. Moins de 10 000 ans. D'accord? Incroyable. Voilà ce que Dieu a fait. J1, J2, J3, J4, J5, J6. Il a créé des espèces à chaque fois selon son espèce. Yom dans la Bible en hébreu, c'est des jours de 24 heures. Il n'y a pas besoin de rajouter des millions d'années. Dieu, il est assez puissant pour te créer et pour te créer rapidement. Amen. Il a créé l'univers, tout ce qui s'y trouve. C'est le Dieu créateur. La Genèse parle de l'origine du mal.
de pourquoi l'amour existe, de pourquoi nous avons besoin d'un Rédempteur, de pourquoi nous avons besoin de Jésus. Dieu a fait les hommes pour qu'ils le cherchent, d'accord? Alors je vous le dis, moi personnellement, je crois en la Genèse, et je crois en toute la Bible, et je crois au Dieu de la création, et je crois au Dieu des miracles. Je le crois. Et je crois que si Dieu est capable de créer un hippopotame comme ça, je crois qu'il est capable de te guérir, de te délivrer, de te sauver, parce que ça, ce sont des miracles. Moi, je pense que Dieu, il n'a aucun problème à créer un hippopotame. Aucun. Nous, ça nous dépasse. Mais ça, c'est le plus grand des miracles. C'est le salut. C'est que nous soyons rachetés. C'est ça le plus grand des miracles. D'accord? Je crois en ça. Je crois, écoutez-moi, nous sommes des enfants de Dieu. Tu es une fille de Dieu, tu es un fils de Dieu, grâce à Jésus-Christ, ok, à ce qu'il a fait pour toi à la croix. Tu es adopté par le Père. Ton cousin n'est pas le chimpanzé, d'accord? C'est très important. Tu ne viens pas d'une guenon. Nous avons un ancêtre commun, c'est Adam et Ève. Et ils étaient glorieux, très complexes, magnifiques, créés parfaitement par Jésus-Christ. Amen. Alors, j'ai terminé. J'ai été un tout petit peu plus longue, désolée. Je voulais juste terminer par ce passage dans Psaume 139. Écoutez bien. Tu as possédé mes reins, tu m'as tissé dans le ventre de ma mère. Je te célébrerai de ce que j'ai été fait d'une étrange et admirable manière. Tes œuvres sont merveilleuses, mon âme le sait très bien. Mes os ne t'ont point été cachés lorsque j'ai été fait dans le secret, façonné comme dans une broderie dans les lieux bas de la terre. Tes yeux ont vu ma substance informe. Dans ton livre, mes membres étaient tous écrits, de jour en jour ils se formaient, lorsqu'il n'y en avait encore aucun. Je veux te le dire, tu as été façonné par Dieu. Et même quand ta maman ne savait pas que tu étais là, Dieu savait, il te voyait, il te façonnait quand tu n'étais qu'une masse informe. Tu n'es pas le fruit du hasard, tu es né pour une raison et Dieu t'aime. Dieu t'aime. Amen. J'avais une pensée ce matin dans la voiture. J'en ai pleuré, d'accord? Je vais m'adresser aux femmes. Si tu as eu à un moment donné la vie en toi et qu'elle est partie à cause d'un avortement ou d'une fausse couche, peut-être que les gens autour de toi le savent, peut-être que tu es la seule personne à le savoir. Peut-être que tu as versé beaucoup de larmes, peut-être que tu t'es sentie seule. Dieu l'a vu. Les masses informes, Dieu les voit. Ça n'a pas échappé au regard de Dieu. Et vous savez, mon Dieu, il est vivant. Ce que la mort a volé. Dieu redonne la vie et en abondance. Et mon Dieu console. Mon Dieu est vivant. Mon Dieu console. Je vous encourage à aller vers Dieu. Il est la solution. C'est un Dieu de miracles et il vous aime.